Eh bien, bonjour à tous, bienvenue en direct sur Public Sénat, bienvenue au Sénat et bienvenue au Palais du Luxembourg. Le soleil, vous le voyez, est au rendez-vous pour cette 29e édition des Journées européennes du patrimoine qui, comme chaque année, déplace les foules. 12 millions de visiteurs sont attendus ce week-end dans les 16 000 monuments, qu'ils soient publics ou même privés, ouverts à tous, un peu partout à travers la France. Et comme chaque année, le Palais du Luxembourg, au cœur de Paris, dans ce quartier illustre de Saint-Germain-des-Prés, attire de très nombreux visiteurs. Alors, je vous propose avec nos invités de partir une heure durant à la découverte de ce palais royal où aujourd'hui, comme à l'Assemblée nationale, se préparent et se cisèlent les lois grâce aux travaux des 348 sénateurs qui occupent ces lieux chargés d'histoire, chargés en tout cas d'une grande partie de l'histoire de France. Tout au cours de cette émission, nous retrouverons Michael Zamès. Il est avec nous en ce moment même, en direct du perron de la grande cour d'honneur de ce palais du Luxembourg. Michael, vous m'entendez? Et je vois derrière vous déjà, comme depuis ce matin, de très nombreux visiteurs qui traversent le palais du Luxembourg. Absolument, Pierre-Henri, ils sont très nombreux. Ils achèvent juste derrière moi les près de 2 heures de visite ici dans ce palais. Juste un chiffre pour vous, Pierre-Henri. Il faut savoir quand même que le Sénat est le 2e lieu le plus visité de France après l'Élysée. Alors ce chiffre, il est de 27 489 visiteurs. C'était en 2011. Record à battre donc pour 2012. Voilà, le Palais du Luxembourg qui est donc ouvert au public, librement, gratuitement, tout au cours de ce week-end. Ils sont 4 autour du plateau de Public Sénat pour vous faire découvrir ces merveilles, souvent cachées, du Palais de Marie de Médicis. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente Damien Deschelette. Vous êtes architecte en chef du Palais du Luxembourg. À vos côtés, Jean-Paul Richard, on le devine avec les ouvrages qui sont devant vous que vous travaillez dans cette fabuleuse bibliothèque du Sénat que vous dirigez. Jean-Louis Hérin est également avec nous. Vous dirigez la séance et vous êtes également un fin connaisseur de l'histoire politique, une histoire longue, dense, souvent tumultueuse de ce qui s'est passé ici au Sénat, au Jardin du Luxembourg. Et nous avons le plaisir d'accueillir également l'historien Jean-Noël Jeanneney. Et nous rejoindra au cours de cette émission Madame Gisèle Croc. Elle est responsable de la conservation des Jardins du Luxembourg. On ne peut pas parler du Palais de Marie de Médicis sans évoquer évidemment les Jardins du Luxembourg. Alors, j'ai déjà cité son nom, Marie de Médicis. C'est elle qui est en quelque sorte l'âme de ce palais. C'est elle qui l'a voulu, c'est elle qui l'a rêvé. À peine veuve d'Henri IV, la reine régente prend la décision d'ériger son palais. Regardez, Cécile Sixou revient sur le rêve d'une reine, le rêve devenu réalité. Elle rêvait d'un palais, Marie de Médicis. Régente depuis peu, elle cherche un domaine et jette son dévolu sur l'autel de son ami François de Luxembourg. Après d'âpres négociations, elle en devient propriétaire en 1612. Entouré d'un parc de 8 hectares, ce château a l'atout d'être en pleine campagne, mais surtout il l'éloigne du Louvre où elle ne veut plus vivre. Au Louvre, elle se sentait éloignée de la nature et dans un endroit qu'elle jugeait peu propice pour élever un enfant. Il y a une autre raison qui est peut-être un petit peu plus, qui relève davantage de la petite histoire, c'est qu'elle ne gardait pas un excellent souvenir du Louvre en raison de la vie privée un petit peu tumultueuse du roi Henri IV. Elle fait appel à un architecte alors en vogue, Salomon de Brosse, et lui demande une imitation du palais florentin de Pitti où elle a grandi. Inspiration florentine, oui, mais pas complètement parce que en fait, le palais du Luxembourg va devenir un modèle architectural tout à fait autonome de l'influence italienne. Le temps de la construction, elle s'installe au Petit Luxembourg, l'actuelle résidence du président du Sénat. La première pierre est posée en 1615. On sait qu'au moment de la pose de la première pierre, Marie de Médicis a fait enterrer dans les fondations diverses médailles à son effigie, en or et en argent, conformément à une coutume qu'elle a fait vivre à cette occasion. 10 ans plus tard, le palais est inachevé mais habitable. La reine prend possession des lieux décorés à sa gloire par le peintre Rubens. Elle y résidera toutefois peu de temps, 5 ans seulement, contrainte à l'exil par son propre fils, Louis XIII. Marie de Médicis, la dame, la reine de ce palais du Luxembourg. Jean-Noël Jeanneney, une femme un peu extraordinaire quand même. Née à Florence, elle est italienne. Elle se marie avec Henri IV. Elle est couronnée reine la veille de l'assassinat de ce même Henri IV.
une personnalité, un caractère surtout, un destin incroyable. Oui, le hasard de l'histoire lui a donné effectivement un rôle absolument essentiel. Et il y a quelque chose d'assez émouvant à se dire qu'elle a fait construire ce palais et qu'au moment même où il s'achevait, elle s'est trouvée perdre tout pouvoir avec cette fameuse journée des dupes qu'on pourrait évoquer, où c'est Richelieu, qui à la surprise générale a réussi à convaincre Louis XIII que le bon sens, la justesse, l'avenir de son règne était de son côté et pas du côté de sa mère. Quelque chose qui renvoie d'ailleurs à certaines tragédies antiques. On renvoie sa mère. Et à telle enseigne que ça a été finalement ici que s'est incarné indirectement un des plus forts moments, des plus dramatiques qui ait pu se connaître dans la vie politique de ce pays. Il y en aura d'autres. L'histoire de la France était trouble à cette époque. Vous avez connu une époque où elle n'était pas trouble? Là particulièrement en tout cas. Probablement, et en tout cas, il est clair que dans les murs du Sénat, on peut retrouver, si on rêve à se passer, ce premier moment spasmodique qui a tant compté dans l'histoire de la monarchie. Alors Damien Deschelette, je rappelle que vous êtes architecte en chef de ce palais du Luxembourg. Il y avait le Louvre pourtant, qui était la résidence, j'allais dire officielle, des monarques, des rois, des reines. Des reines régnantes, oui. Oui. Mais Marie de Médicis, lorsqu'elle est arrivée à Paris, elle va pas se plaire au Louvre. Ça ne correspond pas à son standard. Elle a vécu au Palais Pitti. Alors il faut bien dire que le Louvre de l'époque, c'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est assez inconfortable. Comme cela a été dit, elle a de mauvais souvenirs puisqu'elle doit partager elle doit subir des humiliations. Puisque dans cet appartement sont accueillies les maîtresses. Henri IV a eu 4 maîtresses, mais également ses enfants bâtards, on en dénombre 8. Et puis cet appartement est situé en bordure de Seine, où se dégagent des odeurs nauséabondes. Et puis contrairement, Henri IV a un mode de vie assez rustique. C'est un grand chasseur, il va de château en château. Et il n'est pas très porté sur le confort intérieur de ses appartements. Raffiné, hein, Henri IV. Donc elle va vouloir se faire construire son palais. Mais Henri IV s'en méfiait, et en fait c'est quand la Régence est arrivée qu'elle va se voir attribuer les pleins pouvoirs et qu'elle va faire très vite pour construire un palais dans le quartier au faubourg Saint-Germain, où elle avait déjà pris ses habitudes, puisqu'elle louait déjà le petit Luxembourg pour que ses enfants se reposent, ou elle les déposait aussi quand elle était absente du Louvre. Alors il faut bien dire que ce quartier où nous sommes aujourd'hui, le Palais du Luxembourg, le quartier de Saint-Germain, c'était presque la campagne encore à l'époque. Tout à fait. Alors il y a cet aspect qui a compté, c'est qu'elle avait bien vu qu'elle pouvait se construire un vaste palais, mais également en face de ce palais un vaste parc, puisqu'il y avait des terrains disponibles. Ouais. Mais également c'est le quartier où se retrouvait la colonie italienne. Donc sa confidente Leonora Galligal habitait rue de Tournon, avec Concini, que les Français appelaient Concine, le maréchal d'Ancre, que Louis XIII fera assassiner tant il est devenu influent auprès de Marie de Médicis. Donc il existait déjà cette petite communauté, j'allais dire aristocratique italienne, dans ce quartier de Saint-Germain. Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Alors, ce palier, elle l'a rêvé. Elle a passé une partie de son enfance à Florence, où elle est née, et une partie de son enfance, dans ses rêves, est remontée à la surface pour construire ce palais du Luxembourg. Tout à fait. Alors, tout d'abord, elle a pensé à confier la construction de son palais à Louis Métézeau, qui est un autre architecte, qui était l'architecte du roi, qui a construit la galerie du bord de l'eau, la place des Vosges, c'était l'architecte en vogue. Et elle va l'envoyer à Florence pour faire le relevé du palais Pitti, où elle a passé son enfance. Mais en 1615, Métézeau meurt. Donc finalement, c'est Salomon de Brosse, architecte protestant qui fait partie d'une grande famille d'architectes. Son père, Jacques de Brosse, était architecte. C'est le neveu de Jacques II, Androuet du Cerceau, qui était architecte du roi, et le petit-fils de Jacques Ier, Androuet du Cerceau, l'auteur de l'ouvrage Les plus excellents bâtiments de France. Donc Salomon de Brosse, il est natif de Verneuil en Alatte, dans l'Oise. Il a participé à l'achèvement de la construction du château de Verneuil pour Henriette d'Entraigle, la maîtresse du roi. Et il s'est inspiré du plan de ce château pour construire celui-là. Tout à fait. Il s'est inspiré du château de Verneuil pour ce château et tous les autres châteaux qu'on va lui commander par la suite. Ouais. Donc on peut dire que ce château, puisque c'en est un, en tout cas c'est un palais royal, a une double inspiration française d'une part et cet esprit, j'allais dire italien, qui le caractérise. Alors, de l'influence italienne du palais Pitti, on peut dire que, déjà, c'est un palais qui est entièrement en pierre. À une époque où, en France,
on construit en briques et pierre. On Par pense exemple, à la place des vous Vosges l'évoquiez. ou la place Dauphine. Et puis, il y a aussi l'intégration d'éléments italiens, comme cet appareillage à bossage, qui donne un côté un peu rond, un petit peu féminin au palais, qui est assez nouveau. Néanmoins, c'est une architecture qui est très représentative de l'architecture française au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire un palais entre cour et jardin, qui est réalisé comme un château urbain. Hein. Il annonce, c'est un peu une transition entre la Renaissance et le classicisme naissant. On construit un palais avec des masses facilement identifiables et un palais qui doit être vu de tous les côtés, parfaitement fini, parfaitement symétrique. Et le modèle du Luxembourg c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, dans la tradition du château français. Jean-Noël Jeanneney, on est frappé lorsqu'on regarde l'architecture du Palais du Luxembourg. Eh bien, la grande porte, la porte officielle, s'ouvre sur Paris. On peut presque voir le Louvre, presque la Seine, lorsqu'on regarde dans l'axe de la rue de Tournon, qui se trouve en face du Palais du Luxembourg. C'est symbolique, tout ça. Oui, c'est symbolique. On n'a pas eu besoin d'Haussmann, en l'occurrence, pour donner au Palais du Luxembourg à la fois sa pleine majesté, son ouverture vers la capitale. C'est encore vrai et c'est heureux, non? Bien sûr. Damien Deschlette, on est également frappé par la couleur. On le voit d'ailleurs très bien sur ces images, surtout lorsque le soleil est au rendez-vous, une couleur extrêmement chaude. C'est finalement une couleur de pierre qu'on retrouve relativement peu dans Paris. Notre-Dame n'est pas construite avec cette pierre. Alors je disais tout à l'heure que Salomon de Brosse était natif de Verneuil en Alatte, donc dans l'Oise. Et donc ces pierres viennent des carrières de l'Oise. Et lorsque nous réalisons, même aujourd'hui, nos campagnes de restauration du palais, nous faisons importer ces pierres, nous prenons ces pierres dans les carrières de l'Oise, les carrières de Saint-Maximin ou de Saint-Lô. Donc à l'époque, les pierres étaient extraites, elles naviguaient sur l'Oise et sur la Seine, et ensuite étaient récupérées et servaient à la construction du palais. D'où la couleur, j'allais dire la saveur particulière de ce palais Un peu doré. parisien. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière avec ce petit Luxembourg. Là où on le disait dans le reportage, eh bien, résident les présidents du Sénat, Jean-Pierre Bel aujourd'hui. Ce petit Luxembourg, eh bien, c'est le bâtiment, j'allais dire originel. Marie de Médicis était là pendant que le grand bâtiment, le palais, se construisait. C'est ça. Sa construction est antérieure à celle du palais. Hein. Il a été construit par le duc de Pinay, Pinay-Luxembourg. D'ailleurs, le palais lui doit son nom. Oui. Hein, c'est un. Donc, Marie de Médicis va commencer par louer le petit Luxembourg, l'hôtel de Pinay, et puis elle va l'acheter en 1612. Et ensuite, elle le cédera à Richelieu, à une période où Richelieu avait encore ses faveurs. Et je crois qu'elle le regrettera beaucoup. C'est Richelieu qui démarre sa carrière au petit Luxembourg, d'une certaine manière, qui fait ses armes, Oui. en tout cas. Le petit Luxembourg qui n'a guère changé depuis son acquisition par Marie de Médicis. C'est quasiment le même bâtiment. Non, il a subi quand même des transformations au XVIIIe, lorsqu'il a été propriété d'Anne de Bavière. Et il y a ce que vous voyez dans la partie est du petit Luxembourg, tous les salons de Beaufranc ont été réalisés par Germain Beaufranc, donc qui a transformé cette aile, qui était au départ un bâtiment en forme de U avec une cour intérieure, en réalisant ces salons et ce grand escalier que l'on appelle l'escalier de Beaufranc qui mène au salon de réception du Sénat et que vous pouvez visiter aujourd'hui. Bien sûr, ça fait partie des pièces remarquables aujourd'hui à visiter, évidemment. On est également frappé lorsqu'on regarde l'ensemble architectural composé par le Palais du Luxembourg et le Petit Luxembourg. Eh bien, quelque part, on domine un peu Paris, on descend vers la Seine. On imagine qu'à l'époque, il y a 3 siècles, eh bien, ça a été un ensemble qui a stupéfait les Parisiens. Oui, puisqu'il était extrêmement visible, il n'était pas noyé dans le tissu parisien. Et puis, c'est un peu là que démarrait la campagne. C'est pas un château fort, c'est un palais, vous l'avez dit, un palais qu'il faut entretenir. Et c'est l'un des objets principaux de votre mission. Tout à fait. Alors, je l'explique. Il y a toujours eu un architecte donc au Sénat, mais plus qu'un architecte, un service des bâtiments. Aujourd'hui, une direction de l'architecture des bâtiments et des jardins. Pourquoi? Bien, c'est simple, parce que le Sénat dispose d'un patrimoine d'environ 110 000 mètres carrés qu'il faut entretenir, moderniser, et donc cela génère beaucoup de travaux d'entretien du patrimoine, des travaux de modernisation, mais également d'exploitation et maintenance des installations techniques qui sont très pointues.
Dans ce palais, ce qui est un petit peu spécifique, c'est que le Sénat ne s'arrête pas. On ne ferme pas le Sénat pour faire des travaux, mais on doit les programmer dans les courts interstices que l'on peut faire. On va rejoindre Michael principalement dans les périodes d'été. Dans quelques instants, avec quelques-uns des visiteurs nombreux. Jean-Louis Hérin, vous avez le sentiment, on vous voit très souvent derrière le président de séance, vous êtes directeur de la séance, je le rappelle, vous avez l'impression de travailler dans un patrimoine exceptionnel ou également un patrimoine extrêmement moderne aujourd'hui? Oui, absolument. C'est l'avantage du palais, c'est la beauté du palais. C'est-à-dire, comme l'a dit le président Jean-Pierre Bel dans son allocution de présentation, le palais de Luxembourg est un palais tout à fait admirable, mais dans lequel on peut travailler, dans lequel on travaille. Et je me plais souvent à dire que la salle des séances a été inaugurée en 1840 sous Louis-Philippe pour abriter une chambre des pairs pléthorique, si j'ose dire. Et depuis 1840, les meubles, la disposition de la salle n'a pas changé. Il y a eu les micros à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu ensuite la télévision, il y a eu l'informatique et également la climatisation, parce que vous savez que de plus en plus, nous travaillons l'été et avec les changements climatiques, l'été est de plus en plus chaud. Donc des conditions de travail quasiment idéales dans ce palais royal. Absolument. Quand je monte les 48 marches de l'escalier d'honneur, je ressens un grand privilège et je me dirige vers un lieu de démocratie. C'est ça l'avantage. Alors, on va tout de suite rejoindre Michael Zamès. Je vous le disais, énormément de visiteurs qui traversent le Palais du Luxembourg en ce week-end des Journées du patrimoine. Michael, je vous vois en compagnie de quelques-uns de ces visiteurs. Ils sont jeunes en tout cas, beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui, de jeunes visiteurs qui sont venus aujourd'hui au Sénat pour ces Journées européennes du patrimoine. Je vais m'adresser d'abord à Marie. Vous êtes étudiante. Alors Marie, pourquoi est-ce que vous êtes venue au Sénat? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? C'était les journées du patrimoine, du coup on se demandait ce qu'on pouvait faire et on s'est dit pourquoi pas le Sénat, on connaissait pas. Mademoiselle. Pour les mêmes raisons et parce qu'on voulait pas visiter quelque chose qui se visite tous les jours. Donc on s'est tourné vers le Sénat, donc voilà. Alors je me retourne encore une fois vers Marie. Quelle est la pièce que vous avez visitée? Que vous avez préférée, bien sûr. J'ai bien aimé la salle des conférences. Ah, la salle des conférences. Vous savez ce qui s'y passe en salle des conférences ou pas? Pas trop. C'est là où les hommes politiques, en général, se réunissent. Ils peuvent lire la presse et souvent, lors des questions d'actualité de jeudi, ils viennent ici pour discuter et ils rencontrent aussi les journalistes. C'est quelque chose que vous regardez d'habitude à la télé ou... Pas trop généralement. Vous êtes venu quand même au Sénat. Et vous, alors, la pièce que vous avez préférée? C'est la salle des séances parce que c'est vraiment un endroit très beau et voilà, c'est là où tous les sénateurs se réunissent et discutent sur les lois. Alors Damien, deux petites questions. La salle que vous avez préférée. Je reviendrai avec le sujet. Je crois que la politique vous intéresse également. Oui, moi je pense que c'était plus la bibliothèque. On voyait des ouvrages vraiment magnifiques. C'était vraiment très joli. Et oui, de temps en temps, je suis occasionnellement les travaux et tout ça, tous les rapports que peut faire le Sénat. Tout ça, comme je fais des études de droit, c'est pas mal utile et tout ça. Voilà. Et alors, la politique aujourd'hui, vous la voyez comment? On va bien voir, hein, c'est le début, on va pas se presser, dans l'attente plus qu'autre chose, dans l'attente du changement. Vous voyez des visiteurs qui ont un avis sur la politique aujourd'hui et qui viennent au Sénat en toute connaissance de cause. Pierre-Henri, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Michael. Jean-Noël Jeanneney, lorsque vous voyez ces jeunes qui viennent par curiosité comme ça découvrir un édifice patrimonial aussi important que le Palais du Luxembourg, c'est réconfortant, j'imagine, pour un historien comme vous. Oui, c'est réconfortant. Notre tâche, mais celle de beaucoup d'autres, celle des parlementaires aussi, c'est de transmettre le relais. Et c'est pourquoi j'ai la faiblesse de penser qu'un regard historique sur notre contemporain, sur la vie politique, est absolument indispensable. Et d'ailleurs, vous observez qu'un grand nombre de Français en sont persuadés, et je constate que c'est le cas de ces jeunes générations. On va revenir dans quelques instants sur l'aspect historique et politique de ce Palais du Luxembourg qui abrite aujourd'hui le Sénat. Damien Deschlette, je reviens un instant sur ces campagnes de restauration du Sénat. On a vu au cours des dernières années, progressivement, les façades, par exemple, s'embellir les unes après les autres. C'est presque terminé. Le palais, on a l'impression qu'il est tout neuf aujourd'hui. Ça n'est jamais terminé. Ouais. En fait... on a fait effectivement deux grosses opérations de restauration de façade. La cour d'honneur au début des années 2000, donc qui a pris 3 ans et que vous pouvez voir d'ailleurs sur ces photos, et on a installé également une illumination, ce qui fait que les soirs de séance, elle est éclairée. Ça a redonné beaucoup de lustre à cette très belle cour d'honneur qui était devenue, qui était très sombre.
et qui avait été restauré un petit peu rapidement au sortir de la guerre avec des techniques pas très appropriées. Et puis plus récemment, on a complété par la restauration de la cour de jonction. Mais nous avons un programme qui anticipe sur les restaurations futures. Et je dirais un petit peu comme la Tour Eiffel, il y a toujours une tranche à venir. Sachant qu'un palais, je m'étais amusé avec une collègue de la direction d'estimer le nombre de restaurations de façade que le palais avait dû avoir depuis sa construction, et on en avait comptabilisé 11. Donc aujourd'hui, on dit qu'une façade en pierre à Paris nécessite un ravalement, c'est-à-dire une restauration tous les 30 ans, ou au moins un nettoyage. Donc vous voyez que c'est un travail qui n'est jamais fini et qui est sans cesse à reprendre. Rassurez-nous quand même, il existe des pierres d'origine du palais qui sont toujours celles d'il y a 3 siècles? Oui, mais on peut se poser la question, parce que 11 restaurations, quand on voit que les pierres se desquament et qu'il faut... Vous avez vu comment ça se passait, on retire certaines pierres, je dirais, chaque pierre, le tour de chaque pierre vient, et au bout de 11 restaurations, il n'y en a peut-être plus beaucoup d'origine. Alors, je vous le disais, le palais du Luxembourg, eh bien, c'est aussi tout un pan de l'histoire politique qui s'est écrit ici. Une histoire qui a façonné le palais en profondeur. Cécile Sixou revient sur ces tumultes de l'histoire dont le palais de Marie de Médicis a été le témoin. Résidence des membres de la famille royale depuis le XVIIe siècle, le palais du Luxembourg devient à la Révolution une prison. Le Sénat, en tant que tel, a été créé en 1800 par Napoléon Bonaparte, premier consul. Il l'installe au palais du Luxembourg, un palais qui avait été construit dans les années 1600 et qui n'avait pas été occupé auparavant par des assemblées. Du coup, il faut aménager en assemblée ce qui jusque-là était une résidence princière. L'architecte Chalgrin s'en charge. Il construit notamment l'escalier d'honneur et réalise le premier hémicycle prévu pour 80 membres. Mais sous la Restauration, le palais qui accueille la Chambre des Pairs devient trop petit. Le palais va connaître à nouveau une grande période de travaux à partir de la fin des années 1830, quand il va conquérir à peu près 30 mètres sur le jardin, sur la façade sud, pour créer une bibliothèque qui donne aujourd'hui sur le jardin, et surtout, bien sûr, une salle des séances adaptée aux effectifs des pairs de France. Sous la Seconde République, le retour aux traditions révolutionnaires met fin au bicamérisme et la deuxième chambre disparaît. Le palais du Luxembourg est occupé par une commission des travailleurs, qui est une sorte de commission d'arbitrage mise en place par le gouvernement de la Seconde République, présidée par Louis Blanc, et qui est chargée de résoudre les conflits du travail entre les employeurs, les entrepreneurs et les ouvriers. Napoléon III réinstaure le Sénat conservateur sous le Second Empire. Il inaugure à l'occasion de ses noces la Galerie du Trône, l'actuelle salle des conférences, où il donne un bal qui fera date. Sous la Troisième République, le Sénat devient républicain. Au départ, il s'installe à Versailles. Le Conseil de Paris siège alors au Palais. La loi sur l'installation des pouvoirs publics à Paris a été votée en juillet 1879 et l'installation effective s'est faite en novembre. Et le Sénat de la Troisième République a siégé ici jusqu'au printemps de 1940. Pendant la guerre, il est occupé par l'armée allemande et le commandement de l'armée de l'air. Le Sénat, meurtri par les combats de la libération, retrouvera vite son aspect. Depuis cette période, le palais ne connaîtra plus de réaménagement majeur. Voilà, on le voit bien, l'histoire qui façonne aussi le palais du Luxembourg au cours des siècles. C'est le cas en particulier pour la bibliothèque, cette immense bibliothèque qu'on appelle l'annexe que vous dirigez, Monsieur Richard, qui a connu bien des vicissitudes, puisque cette grande bibliothèque qui se trouve actuellement dans l'aile est du palais du Luxembourg, et au début c'était un musée. C'était le premier musée qui a accueilli du public gratuitement pour admirer les créateurs et leurs créations. Tout à fait. Le premier musée de peinture en Europe a été créé en 1750 et il a été installé dans cette galerie est du palais. Après, le musée du Luxembourg a été un musée intermittent. Mais au début, étaient exposées des œuvres des collections royales. On avait les plus grands noms. On avait Léonard de Vinci, Rubens, le Tintoret, etc., le Lorrain. Et puis,
après, il y a eu une interruption lorsque le comte de Provence s'est réinstallé dans le palais. Mais très tôt, ensuite, les sénateurs, lors de la création du Sénat conservateur, ont souhaité la réouverture du musée. Ensuite, donc, ce musée a été là de manière à peu près continue. Malgré tout, progressivement, la bibliothèque, elle, manquait de place et il a fallu lui en trouver et finalement elle a réussi à obtenir l'affectation de cette annexe, mais uniquement sous la Troisième République en 1887. Et depuis, bon, l'annexe est restée affectée à la bibliothèque avec quelques petites interruptions, notamment en 1899 parce qu'il y a eu le procès des Roulettes qui s'est déroulé au sein même du palais du Luxembourg et il a fallu transformer l'annexe en prison. Donc on a évacué les 50 000 volumes en 3 jours pour créer des cellules dans cette annexe. Et puis, quel destin pour une bibliothèque. Voilà, l'autre interruption, malheureusement, ça a été aussi pendant la période de l'occupation. Mais enfin, l'annexe, ce n'est pas le début de la bibliothèque. La bibliothèque elle-même, elle remonte à l'apparition d'une seconde chambre, c'est-à-dire 1799, la fin de la Révolution française. Alors, il faut bien préciser qu'il y a 2 bibliothèques au Sénat. Il y a celle qui donne au premier étage sur les jardins du Luxembourg, côté sud, et cette fameuse annexe beaucoup plus grande, où il y a combien de volumes en tout, vous l'avez dit? Actuellement dans l'annexe 57 000 et dans la salle de lecture 20 000, mais ce n'est pas tout, hein, bien sûr, parce que nous avons d'autres sites et au total, il y a à peu près 18 km de rayonnage, 2 km pour les rayonnages d'archives, et ça nous représente 370 000 volumes environ, dont un fonds ancien, c'est-à-dire antérieur à 1830, qui est de 12 800 à peu près, et ce que l'on considère comme précieux, c'est dans les 9 300 volumes à peu près. Alors à qui sont destinés ces ouvrages? Alors la bibliothèque est une bibliothèque parlementaire, faite pour le travail des parlementaires, donc ouverte aux sénateurs, à leurs collaborateurs, au personnel du Sénat. On admet malgré tout également des chercheurs lorsqu'ils ont un travail qui porte ou bien sur le palais ou bien sur l'institution sénatoriale ou bien lorsqu'ils cherchent un ouvrage qui n'existerait qu'au Sénat, ce qui peut être le cas. Et d'ailleurs, maintenant, pour le savoir, c'est assez simple. Il leur suffit d'aller sur le catalogue collectif de France où on trouve le fonds ancien de la bibliothèque du Sénat et ils peuvent chercher. Ainsi. Et une bibliothèque aujourd'hui qui est consacrée, qui devient de temps en temps plateau télévision, puisque c'est dans cette fameuse annexe qui tournait l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, Bibliothèque Médicis. Jean Aîné, vous la connaissez, cette bibliothèque? Je suis sûr que vous y avez travaillé déjà. Franchement, oui. J'ai commencé ma carrière d'historien en éditant le journal politique de mon grand-père entre 1939-42, Jules Jeannet, qui se trouve avoir été le dernier président du Sénat de la Troisième République. Je sais que c'est pour ça que vous m'avez invité. Jean-Louis Hérin également, vous allez vous ressourcer de temps en temps pour mieux maîtriser encore votre mission qui est de diriger la séance ici. Absolument, oui, la bibliothèque est aménagée juste à côté de la salle des séances, donc c'est un signe, hein, c'est pour les parlementaires. Donc les parlementaires qui veulent préparer leur discours se rendaient à la bibliothèque. Mais Monsieur Richard me pardonnera, de plus en plus, il y a les tablettes numériques. L'autre jour, j'ai vu un sénateur poser sa question d'actualité avec une tablette numérique, c'était impressionnant. Donc l'évolution est permanente, le devenir est permanent. Il y a le Wi-Fi maintenant, donc nous avons Google qui nous aide sur le plateau à répondre parfois aux questions, mais la bibliothèque est véritablement un outil de travail. Il n'empêche, Jean-Louis Hérin, il reste encore des merveilles dans cette bibliothèque et quelques-unes d'entre elles sont devant vous, Monsieur Richard. Oui, effectivement, vous en montrez quelques-unes, mais Jean-Louis Hérin a tout à fait raison. Il y a eu des évolutions parce que maintenant la bibliothèque, ce n'est plus simplement le papier, c'est aussi tout le numérique et nous mettons à disposition des parlementaires, des sénateurs, les bases de données juridiques nécessaires à leur travail. Et ça se passe de plus en plus comme ça. Mais je vais quand même vous montrer effectivement quelques ouvrages particuliers en commençant d'abord. Alors ils ont l'air très anciens. En commençant d'abord par l'Ancien Régime en 1700,
mais un sujet qui est toujours d'actualité puisque c'est la fiscalité. Et ce manuscrit, c'est la dîme de Vauban. Vauban a proposé en effet au roi un projet de réforme fiscale. Il s'agissait de supprimer tous les impôts existants et de les remplacer par un impôt unique, la dîme royale. C'est là qu'on voit que l'histoire politique est un éternel recommencement, voilà. n'est-ce pas? Mais il n'a eu aucun succès, je dois dire. On a peut-être échappé à la Révolution, parce que l'idée était que les privilégiés, désormais, paieraient, vous voyez, comme c'est actuel. Absolument. Autre ouvrage également Ancien Régime qui est lié au musée dont je vous parlais tout à l'heure, au premier musée de 1750. C'est un manuscrit de l'abbé Gougenot qui a décrit le palais à l'époque et les collections, et avec une vision critique, ce qui est très intéressant pour avoir le goût de l'époque. Et notamment, il passe en revue aussi tous les Rubens qui étaient installés. Et commandés par Marie de Médicis. La vie de Marie de Médicis, qui était dans la galerie ouest, actuellement l'escalier d'honneur. Et qu'on peut voir au Louvre aujourd'hui. Voilà, absolument. Et donc, il a une vision assez critique, mais en disant que les défauts qu'il y avait dans les Rubens étaient imputables à la précipitation dans laquelle il avait dû travailler et qui l'avait amené à faire travailler des élèves. Et donc c'est pour ça que c'est très grande toile. Parfait. On peut imaginer qu'il n'était pas le seul sur cette toile. Absolument. Et là, c'est un petit ouvrage, mais qui est très important, puisque c'est la Constitution de 1791, une édition de la Constitution de 1791, qui a été acceptée par le roi, et elle est complétée ici par un almanach du Père Gérard, et on a en frontispice où on voit le dit Père Gérard qui explique la Constitution à des paysans. Montrez-nous également cet ouvrage que vous avez à votre gauche, qui est amusant, anecdotique et terriblement intéressant. C'est un père de France qui était très facétieux et qui avait un bon coup de crayon. Ouais. C'était le comte de Noé, et il s'est amusé à caricaturer ses collègues pères de France. Donc il y a 400 caricatures, et pas des moindres, en trois volumes, et notamment je peux vous montrer Talleyrand par exemple. À montrer ces ici. images à la caméra, Voilà. elles sont exceptionnelles. Donc Talleyrand qui a été croqué comme ça d'un coup de plume par un père de France, j'imagine à l'occasion peut-être d'une séance ou d'une commission particulière. Oui, des témoignages absolument directs et le recueil vrai. est d'autant plus intéressant que sont joints autant que possible des manuscrits des pères caricaturés. Ouais. En tout cas, j'imagine, Monsieur Richard, que vous êtes heureux de voir aujourd'hui le public extrêmement nombreux venu découvrir cet endroit, l'annexe de la bibliothèque du Sénat, un endroit tout à fait exceptionnel, avec des livres tout aussi exceptionnels. Jean-Noël Jeanneney, on le voit lorsqu'on voit ces ouvrages qui ont des siècles derrière eux, on voit bien que l'histoire de France se confond avec le Palais du Luxembourg. Oui, oui et non. Je veux dire qu'en même temps, ce Palais du Luxembourg n'a pas, comme on l'a montré tout à l'heure, toujours accueilli une seconde chambre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi le bicamérisme s'est installé. Aujourd'hui, il paraît être d'évidence, mais en réalité, il a fallu du temps pour cela. Monsieur Richard n'est pas rancunier quand il nous montre la Constitution 1791, puisqu'on était encore au monocamérisme. On était à l'époque de la Révolution, on pensait qu'il suffisait qu'une chambre représentât l'état d'esprit de l'opinion publique et reflétât le plus possible les mouvements successifs. Il a fallu, comme on l'a dit, attendre 1799 pour que le directoire qui habitait ici cède la place à cette seconde chambre. Alors ce qui est intéressant sur la longue durée, parce qu'il y a d'autres moments où on est revenu sur cette idée, par exemple en 1948 avec la Seconde Révolution, et encore après la Libération en 1945, où l'extrême gauche voulait qu'il n'y ait qu'une chambre. On peut ajouter aussi 1875, 16, 17, où des gens comme Clémenceau, par exemple, à l'extrême gauche du parti du mouvement, refusaient qu'il y ait un Sénat. Ça n'a pas empêché, comme vous le savez, d'être sénateur entre 1902 et 1920. Et on pourrait presque évoquer 1968 également, où il y avait des velléités de changer en profondeur l'existence du Sénat. Oui, c'était une réforme. Enfin, n'entrons pas dans cette question controversée, si vous voulez bien. Enfin, on le fera si vous voulez tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce principe du bicamérisme s'est installé. Je crois qu'il y en a eu plusieurs et que ces motifs ont ressurgi chaque fois. D'abord, il y avait l'idée qu'on a plus de sagesse quand on est vieux. Je pense que c'est encore à peu près admis, bien que ce soit parfois discuté. Après tout, on peut rappeler que le mot de Sénat remonte à l'Antiquité romaine. Ce sont les aînés, ce sont les anciens. Le premier Sénat s'appelle Conseil des anciens.
en 1790. Oui, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, ça, hein, l'idée cette sagesse des anciens. Contre l'impétuosité, parfois féconde, mais souvent dangereuse, des plus jeunes. Il y avait une autre idée, bien sûr, c'est qu'on fait une meilleure loi lorsqu'on peut faire un va-et-vient, une navette, comme on dit, où successivement 2 assemblées peuvent considérer un texte et probablement l'améliorer. Puis il y avait une troisième raison, à quoi on ne songe pas toujours, c'était que pour beaucoup, il convenait de lisser quelque peu les émotions successives du suffrage universel. Et qu'il y avait un danger en démocratie à ce que ces émotions, dont on constate parfois l'amplitude et qui peuvent être positives ou parfois un peu dangereuses, faute de recul, on constate que ces émotions-là se traduisent tout naturellement dans la première chambre, Chambre des députés et maintenant Assemblée nationale. Le Sénat, lui, est chargé en quelque sorte de jouer un rôle de pivot. Et non pas, comme on l'a dit parfois, d'être le Sénat conservateur, car sous la Troisième République, contrairement à ce que l'on dit souvent, le Sénat n'a pas été toujours à droite. Et dès qu'il s'est installé comme Sénat républicain, disons dans les années 1880, il a contribué chaque fois à compenser les mouvements de ce suffrage. Par exemple, il faut rappeler ici, tout de même avec gratitude, que lorsque le boulangisme a enflammé une partie de l'opinion à la fin des années 1880 et menacé vraiment la République, que beaucoup de députés étaient sensibles à la tentation de suivre le général à la barbe blonde, c'est alors que le Sénat a joué un rôle fondamental pour défendre la République. Alors c'est vrai qu'au moment du cartel des gauches, il a fait tomber Édouard Herriot, c'est vrai qu'en 1937, avec Joseph Caillot, il a été très en retrait par rapport au Front populaire, mais en même temps, on peut rappeler également qu'il a fait tomber des gouvernements de droite dans les années 1930, 31, 32, Tardieu, Laval, et déjà qu'il était hostile à la Chambre Bleu Horizon après 1919. J'insiste là-dessus parce que pour beaucoup de gens de ma génération, on a tendance à penser que ça a été extraordinaire qu'il repasse à gauche tout récemment. Ça a été comme un tremblement de terre. Je crois que c'était un effet de manque de recul, de myopie sur la longue durée. J'avais envie de vous dire ça parce que c'est parfois ignoré. Jean-Louis Hérin, vous vivez, j'allais dire quotidiennement, au jour le jour, ce que Jean-Noël Jeanneney nous rappelle à l'instant, cette navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est une mécanique parlementaire qui se passe ici même, au Palais du Luxembourg, extrêmement huilée et qui aujourd'hui, plus personne ne remet en cause ce principe absolument fondamental de la démocratie. Oui, absolument. C'est comme disait M. Jeannet, c'est le principe de la navette, c'est le principe du double regard. Oui. Comme disait le président Bonory, le double regard, c'est une chance pour la démocratie. Oui. Je voudrais revenir un petit peu parce que nous avons un inconscient républicain. Notre inconscient républicain, c'est le souvenir de la terreur. 1792. Pour nous, constitutionnalistes, la terreur, c'est le monocamérisme. Et précisément, nous avons tourné le dos au monocamérisme parce que ça avait débouché sur les excès de la terreur. Et d'ailleurs, le Sénat en sait quelque chose puisqu'il est devenu la prison. Il a accueilli Danton, qui haranguait la foule rue de Vaugirard. Et Lamartine disait de Danton, la fenêtre était sa tribune. Et c'est au vu des excès de la terreur qu'on a créé le directoire qui a logé dans l'hôtel du Petit Luxembourg et un Parlement divisé. Un Parlement divisé en deux justement pour assurer cet équilibre dont parlait M. Jeannet, avec un Conseil des anciens, qui était là la sagesse, et un Conseil des 500 députés, qui était la raison. Ouais. Maintenant, nous avons un peu abandonné cette image un peu traditionnelle du Sénat, comme disait également M. Jeannet. C'est vrai, le Sénat est conservateur, mais il est conservateur de la République. Vous êtes toujours sage, mais vous êtes en plus raisonnable. Absolument. Et en plus, il faut le rappeler, le Sénat est de plus en plus jeune. C'est remarquable. Oui. Des jeunes, il y en a avec Michael Zamès, dans la salle des conférences. Cette salle ornée d'or, Napoléon III, Michael. Oui, vous l'avez dit, vous êtes bien entouré. On est très bien entouré et place à la jeunesse. Et de plus en plus jeunes, ils font de la politique, de plus en plus jeunes. Je vais leur poser la question. Déjà, premièrement, d'où est-ce que vous venez? Ce sont des frères et des sœurs. D'où est-ce que tu viens? De Fontenay-aux-Roses. Et tu t'appelles? Inès. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette visite au Sénat? Je préférais l'hémicycle. L'hémicycle, c'est là où les hommes politiques, les sénateurs s'installent pour débattre des lois. Est-ce que tu les as déjà vus à la télé? Oui, je les regarde souvent. Tu les regardes souvent. Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas vraiment trop d'opinion politique pour l'instant. C'est bien, mais ça commence à venir. Mehdi, tu as quel âge, Mehdi? J'ai 10 ans. Alors qu'est-ce que tu as aimé, toi? Moi, j'ai bien aimé la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette bibliothèque? Les livres et les personnes montrées. D'accord. Tu t'appelles? Yasmine. Yasmine, qu'est-ce que tu as aimé dans cette visite? C'était les tableaux et l'architecture, c'était très joli. Ici, cette salle des conférences, qu'on appelle la salle des conférences, tu as pu voir, il y a beaucoup de peintures. Est-ce que tu aimes bien cette salle? Oui. C'est la première fois que tu venais au Sénat? Oui. Et tu reviendras? Et je vous présente Gaëtan. Gaëtan, il est déjà aux couleurs de l'Union européenne. Gaëtan, qu'est-ce que tu as aimé dans cette visite? Le tennis. Le terrain de tennis, eh oui.
Pierre-Henri, il y a un terrain de tennis au Sénat. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous allez sûrement en discuter autour de la table. À tout à l'heure, Pierre-Henri. Ah, que de merveilles dans cette salle des conférences, Damien Deschelette. Cette salle de conférence, elle n'est pas très ancienne, hein. C'est Napoléon III, c'est du stuc. En tout cas, elle est impressionnante, pour les enfants en particulier. Oui. Alors, on parlait des vicissitudes de l'histoire qui ont traversé ce palais du Luxembourg. Ils ont des effets extrêmement directs sur l'architecture même du bâtiment. Bien sûr. Donc le Sénat le palais du Luxembourg va connaître plusieurs périodes de transformation pour le Sénat. Les premiers grands travaux de transformation vont être réalisés par l'architecte Chalgrin, pour le Sénat conservateur. Il était déjà l'architecte du comte de Provence et il a aménagé la première salle des séances qui était au premier étage, à l'emplacement de l'actuelle salle des conférences, où il a supprimé l'escalier d'honneur du palais de Marie de Médicis en construisant le grand escalier d'honneur du Sénat, ce qui a permis de construire cette première salle des séances. Cette salle qui s'est très vite révélée trop petite. Qui s'est très vite révélée trop petite. Et son successeur, l'architecte Alphonse de Gisors, va, alors lui, agrandir considérablement le palais, puisque ça a été dit tout à l'heure, mais il va déplacer la façade sud de 31 mètres, de façon à pouvoir libérer au centre du palais un espace suffisant pour créer une salle des séances pour 300 pairs de France. Et c'est-à-dire, c'est l'hémicycle actuel, dans sa configuration de l'époque. Tout à fait. Ouais. Et la salle des conférences, pendant un certain temps, vont cohabiter les deux salles des séances. Et puis, c'est plus tard, pour Napoléon III, ça a été dit tout à l'heure, donc je ne développe pas trop, mais que cette grande salle a pu être reconstituée. Je voudrais simplement dire ce qui est assez remarquable au palais du Luxembourg, c'est que c'est un palais qui a été agrandi plusieurs fois, mais les architectes qui se sont succédés ont toujours respecté le style du palais primitif. Si vous comparez à Versailles, il y a eu de grands travaux, mais chaque architecte, c'était à chaque fois des grands architectes, a essayé d'imprimer sa patte. Là, on a agrandi le palais 2 fois, mais en respectant la modélisation de façade qui avait été définie par son premier architecte. C'est en particulier vrai pour la façade sud qui donne sur les jardins, qui est du même esprit, de la même inspiration que la façade nord qui date de Marie de Médicis. Tout à fait, et pour les pavillons latéraux. Jean Delgenais, j'aimerais qu'on revienne sur, j'allais dire, certains fantômes qui marchent encore dans les escaliers, dans les couloirs du Sénat. Il y a des grands noms, il y a Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo, c'est très important. Il est nommé pair de France par Louis-Philippe. Il est encore du côté du conservatisme. Il fera son extraordinaire métamorphose, comme on a dit, qu'à partir de 1848-49, en devenant le parangon des valeurs de la République et de la gauche. À l'époque, il est pair de France. D'ailleurs, ça crée un peu de remous lorsque il est condamné pour adultère, c'est rare. Pour un père de France, ça n'arrive plus, ce genre de choses. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'observer que dans son journal, enfin dans les choses vues, il raconte en particulier très longuement le procès de 2 personnages qui ont été corrompus, Teste et Cubière, dont l'un était ministre des Travaux publics, parce que c'est intéressant de savoir qu'à l'époque, le Sénat, ça durera très tard, était la haute cour de justice. Pouvait se changer en haute cour de justice. Encore une fois, on pensait que c'était un lieu de sagesse et de sérénité particulière. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais depuis assez peu de temps. Ouais. Jules Ferry, également, autre fantôme qui encore est très présent dans les couloirs du Palais du Luxembourg. C'est vrai, ce grand personnage qu'on célèbre maintenant plus pour les réformes de l'enseignement que pour ses positions coloniales. Mais passons, ce grand personnage, à la fin de sa vie, il avait été affaibli par un attentat perpétré contre lui. À la fin de sa vie, alors qu'il était en très mauvaise santé, a été nommé président du Sénat, ce qui n'a été que pour quelques semaines. C'est d'ailleurs, j'observe que c'est une générosité d'âme qui est fréquente dans cette maison, puisque de la même façon, en 1945, on a nommé président pour quelques semaines ou pour quelques mois seulement un très grand résistant catholique, Champetier de Ribes, dont on savait qu'un cancer allait l'emporter. Je voudrais qu'on évoque une figure qui vous est chère, Georges Clemenceau. Ah, Georges Clemenceau, oui, il m'est cher, effectivement, et comme je le disais tout à l'heure, au début de sa carrière, il se méfiait beaucoup, comme toute l'extrême gauche de la Chambre des députés, il se méfiait beaucoup du Sénat. D'un certain conservatisme sénatorial. C'est-à-dire qu'il observait surtout les motifs pour lesquels la majorité monarchiste avait créé le Sénat. Ensuite, le Sénat leur a échappé. Mais au début, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que ce soit une chambre, qui soit une chambre monarchiste, et qui permette d'aider le président de la République, entre guillemets, dès que ce serait possible, à faire revenir l'héritier de la couronne à la tête d'une monarchie constitutionnelle. La malchance des royalistes, c'est qu'il y a eu 2
prétendants qui se disputaient. Je n'entre pas dans les détails. Et du même coup, le temps ayant passé, à la surprise générale, le Sénat est devenu républicain en 1879. Et voilà qu'il a tout à fait échappé, aux aspirations, aux espérances du parti royaliste. Il y a d'ailleurs un détail qui peut être intéressant à rappeler, c'est qu'à l'époque, on a créé des sénateurs inamovibles qui devaient rester, comme leur nom l'indique, jusqu'à leur mort, des sénateurs à vie. Simplement, les royalistes ont été très, très tristes et très déçus, puisqu'il y a eu un accord entre l'extrême droite légitimiste et les républicains pour se partager ces sièges. Je crois que c'était rudement bien être sénateur inamovible. En tout cas, on peut rassurer nos téléspectateurs, ça n'existe plus, ce genre de non, coutume, ça a été supprimé en 1884 avec la première révision constitutionnelle. Un petit mot, Jean-Louis Hérin, ces grands personnages du Sénat des siècles derniers ont aujourd'hui leur place particulière dans l'hémicycle. Hein. Oui, absolument. Ah ouais. Donc il y a des médailles qui marquent les anciens sénateurs, mais il y a d'autres nouveaux anciens sénateurs. Oui. Et il y a M. Michel Debré, François Mitterrand, il y a Schœlcher. On aurait pu évoquer, bien sûr, Schœlcher, évidemment, sénateur, mais qui a aboli l'esclavage lorsqu'il était ministre. En un mot? Oui, en un mot. Et Clémenceau, j'ai oublié de le dire, j'ai évoqué le Clémenceau anti-sénatorial, était ensuite un magnifique sénateur et président de la commission de l'armée, la commission des affaires étrangères pendant la guerre, avant de revenir au pouvoir dans des conditions que nous savons tous. Comme quoi, voyez-vous, la sagesse, la vieillesse, eh bien, ça apporte quelque chose aux hommes et à la patte humaine. Ce palais du Luxembourg n'est pas seulement un palais, c'est aussi un jardin extraordinaire, très consciencieusement entretenu tout au cours de l'année. Avant de retrouver sa conservatrice, je vous propose une promenade dans ce jardin très prisé des Parisiens, un jardin qui conserve aussi bien des secrets. Nathalie Guillouard. Un musée à ciel ouvert. Ce jardin situé au cœur de Paris, c'est celui de Marie de Médicis. En 1612, la régente rêve de terrasses et de jeux d'eau, à l'image des jardins italiens de Boboli où elle a vécu. Et c'est avec son architecte Salomon de Brosse qu'elle concrétise son rêve. Un parc luxuriant, parsemé de statues et de fontaines. Un paysage immuable qui suscite l'admiration des touristes. C'est un endroit paradisiaque pour moi en tout cas, parce que là on voit qu'il y a des palmiers et puis il y a des fleurs, et il y a plein de monde, même aujourd'hui il y avait de la musique. C'est un endroit de ressourcement, je pense, pour les Parisiens. Un parc voulu, pensé par Marie de Médicis. Pourtant, le nom du jardin n'est pas le sien et rappelle l'ancien propriétaire des lieux. Pourquoi du Luxembourg? C'est simplement une référence au premier propriétaire de l'îlot du Luxembourg, le duc François de Luxembourg, duc de Pinay. Marie de Médicis, qui a aménagé le palais et le jardin de Luxembourg, était mal aimée des Parisiens. Le jardin a vécu au rythme de l'histoire, y compris en certaines périodes douloureuses. Pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs mesures ont été prises pour assurer la protection du jardin de Luxembourg contre les effets de la guerre. C'est ainsi que la fontaine Médicis a été entourée de colonnes de salles de sable. De la même façon, le ciel du jardin de Luxembourg était en partie recouvert de ballons dirigeables destinés à prévenir toute attaque aérienne allemande. Un jardin cajolé et savamment entretenu, aujourd'hui ce parc de 25 hectares a su conserver son héritage, même le plus fragile, comme celui des vignes qui datent du XIIIe siècle. Donc on a recherché petit à petit avec un pomologue, avec des pépinières, on a réussi à retrouver soit des greffons, soit des pépinières qui nous ont regreffé les jeunes arbres, donc des sions qu'on appelle, pour pouvoir reconstituer la collection des Chartreux. Couleurs, senteurs, musique au hasard des allées, au beau jour, près de 100 000 personnes succombent à ses charmes. Il est alors difficile de trouver une chaise. C'est une guerre. La guerre des chaises. Il faut courir quand on les repère, ou sinon c'est sur les pelouses, mais comme elles sont interdites au public la plupart du temps, voilà, on est contente quand on en trouve. En effet, même cette petite chaise en fer verte a son histoire. Payante jusqu'au milieu des années 70, elle est aujourd'hui gratuite et son modèle est exporté à l'étranger. L'université d'Harvard a acquis 600 chaises du jardin du Luxembourg. Même l'acteur Robert De Niro s'en sert pour aménager les terrasses de ses restaurants. Ah, ces chaises, ces fameuses chaises du jardin du Luxembourg, Damien Deschlette, c'est vous qui les gérez, ces chaises. Ça ne va pas être facile. Mais écoutez, tous les ans, nous restaurons un certain nombre de chaises et nous en rachetons de nouvelles quand certaines sont hors d'usage. Et on veille aussi à ce que les Parisiens ne les barbotent pas trop. Oui, ça arrive de temps en temps. Hein.
Ça, en tout cas, ces chaises, elles s'exportent, on l'a vu dans ce reportage, dans le monde elles ont entier. beaucoup de succès, d'ailleurs, on a été copiés par les Je Tuileries. féliciter qu'elles soient gratuites, parce que quand j'étais élève au lycée Montaigne, il y a déjà quelques temps, il y avait des petites vieilles dames qui venaient, qui venaient demander votre bol pour avoir le droit de les occuper. En tout cas, ce jardin, il est ouvert gratuitement, bien sûr, à tout le public, à tous les Parisiens, à tous les touristes. Et c'est vous, Michel Groc, qui venez de nous rejoindre, qui avez le titre de conservatrice de ces jardins du Palais du Luxembourg. C'est un titre qui vient d'où? Conservateur d'un jardin, c'est curieux. Alors, mon titre administratif est ingénieur des jardins du Luxembourg. C'est vrai que traditionnellement, on parle de la conservation des jardins. Pendant des décennies, il y a eu un conservateur des jardins parce qu'effectivement, on considère dans cette division que nous sommes dépositaires d'un patrimoine que nous devons transmettre aux générations futures et donc conserver. Effectivement, ça fait partie de nos missions. Ça n'est pas la seule, bien sûr, mais c'en est une très importante pour nous. Alors, ces jardins du Luxembourg, j'allais dire universellement connus, hein, est-ce que Marie de Médicis les souhaitait, les rêvait? En tout cas, elle en avait grand soin. C'est certain, puisque elle a commencé par faire planter ses arbres. Elle a commencé par embaucher son paysagiste, on va dire, avant même que la première pierre ne soit posée, puisqu'il a fallu attendre 1615 pour que le palais commence à se construire. Les premiers arbres ont été plantés en février 1613. Donc le dessin des allées, l'idée des bosquets, le dessin des parterres, du parterre central a été envisagé très rapidement. Elle a également, puisqu'elle était italienne et ce jardin est un espèce de mix entre le jardin à la française et le jardin à l'italienne, elle a tout de suite remis en route le projet de l'aqueduc d'Arcueil pour alimenter son jardin en fontaine. Elle a embauché l'intendant des eaux pour imaginer toute une série de jeux d'eau qui viendraient égayer son jardin. Donc ce jardin, elle l'a vraiment voulu, c'était quelque chose de très important pour elle. D'ailleurs, elle a eu une activité patrimoniale très importante, dans le sens où elle a commencé par acheter les 8 hectares et que 15 ans plus tard, elle était déjà à 24 hectares. Alors, elle a acheté à tour de bras. Elle souhaitait une grande perspective nord-sud qui soit le prolongement de son jardin. Elle n'a pas réussi à l'obtenir parce que face à elle, il y avait la congrégation très puissante des Chartreux qui a résisté pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution, à vrai dire, à ses désirs d'expansion. Et donc son jardin, plutôt que de se développer nord-sud comme elle le souhaitait initialement, il s'est développé sur un axe est-ouest. Oui, et également, bien sûr, cette belle perspective vers le sud qui va vers l'observatoire. Un jardin, vous l'avez dit, relativement, j'allais dire, composite. Hein. Vous citiez des jardins à la française, des jardins d'essence italienne, mais également des jardins à l'anglaise. Tout à fait. Alors ça, on le doit à Haussmann et aux promenades parisiennes de l'époque, puisque en fait les travaux d'Haussmann ont bien mis à mal ce jardin qui, dans sa splendeur, atteignait quand même les 48 hectares, puisque quand la propriété des Chartreux a été annexée au jardin du Luxembourg, c'est devenu un très très grand jardin avec une perspective qui se développait jusqu'à l'observatoire. Donc c'était vraiment l'apogée du jardin. Ça n'a pas duré longtemps. Haussmann avait des projets d'urbanisme très importants et donc il y a eu la création de la rue Médicis qui a été obligée de déplacer la fontaine Médicis. Haussmann ne faisait pas dans la dentelle à l'époque. Tout à fait, et donc il a également créé la rue Auguste-Comte aux grandes dames des Parisiens qui ont très fortement protesté, et ce qui est créé une opération immobilière très importante sur toute cette partie du jardin qui se situe au sud de la rue Auguste-Comte. Et donc tout ça a modifié la structure et la topographie de ce jardin. Tout à fait, donc la grande perspective qui avait été créée par Charles Grain a quand même été conservée, donc le jardin finalement se continue au moins visuellement jusqu'à l'observatoire. Par contre, de part et d'autre, ça a été construit par des opérations immobilières, et la pépinière royale des Chartreux qui se trouvait sur la zone a été rapatriée in extremis sur le jardin de Luxembourg. Alors on imagine, Gisèle Groc, que ce jardin n'est pas public depuis le début, bien entendu, c'est un jardin royal. Oui, mais les jardins royaux étaient quand même ouverts. C'était des jardins qui étaient faits pas seulement pour
pour le bien-être de ceux qui habitaient le palais. Bien souvent, et d'ailleurs c'était le cas pour Marie de Médicis, il y avait un jardin privé. Donc le jardin privé était un jardin de fleurs. Donc ce jardin privé était sur l'aile ouest du château, près du Petit Luxembourg. Ça c'était le jardin privatif, et le reste c'était plutôt un jardin d'apparat. Donc c'était un jardin qui ouvrait ses portes et qui a ouvert ses portes assez vite. Oui, un de jardin façon énormément entretenu par les jardiniers du Luxembourg. Ils sont combien aujourd'hui pour animer cette merveille? Tout compris, nous sommes 80. Donc, ce n'est pas 80 jardiniers dans le jardin, bien évidemment. Ce sont aussi des équipes qu'on connaît moins, qui travaillent pour le fleurissement du palais, pour l'événementiel autour du palais, aussi pour la production des plantes, et puis également pour des collections, puisque le Jardin du Luxembourg est également un lieu très important de collection botanique. Alors justement, pendant ces journées européennes du patrimoine, ces fameuses serres du Sénat, eh bien, elles sont ouvertes au public, hein, il faut en profiter, bien entendu. Et dans ces serres, il y a des merveilles. Vous conservez des espèces, j'allais dire, vous en inventez d'autres. Il y en a une que vous nous avez fait le plaisir de nous apporter. On ne dirait pas, mais c'est une orchidée, dites-nous. Voilà, alors je l'ai choisie parce qu'effectivement, la collection de sabots de Vénus du Jardin de Luxembourg est extrêmement connue, et donc j'ai voulu un petit peu changer de cette image un peu monomaniaque. Donc, nous avons une collection d'orchidées tout à fait intéressante. Celle que nous avons sur les Paphiopedilum est tout à fait unique au monde. Mais voilà une orchidée qui renouvelle un peu l'idée de l'orchidée qu'on a. Déjà, elle ne ressemble pas à une orchidée. Exactement. Alors, en fait, on appelle cette orchidée l'orchidée chaînette, puisque chaque petite fleur est située les unes derrière les autres et pendent en épis. C'est un Dendrochilum magnum. C'est une plante qui sent extrêmement bon et qui est assez facile à cultiver, mais qui reste extrêmement rare, on va dire, pour le commun des mortels. Ça fait partie des plantes que les gens peuvent venir admirer pour les journées du patrimoine. Des plantes remarquables, mais également quelques arbres remarquables dans l'ensemble du jardin. Oui, effectivement. Alors nous avons quelques vieux arbres. Les plus vieux arbres ne sont pas ceux qu'on croit. Oui. Ce sont nos orangers. Nous avons des orangers qui ont 300 ans passés. Donc qui date presque de Marie de Médicis. Marie de Médicis était italienne, et donc elle a fait construire des orangeries, et elle a fait venir des orangers. Et puis nous avons également quelques arbres remarquables, quelques très grands platanes, et notamment je pense à ceux qui entourent le bassin de la fontaine Médicis, ceux qui ont 150 ans passés. Et puis également des arbres intéressants au niveau botanique. Alors, par exemple, on peut admirer de magnifiques séquoias, ce qui nous fait quand même un peu voyager. Des choses un peu rares, comme par exemple l'Aesculus pavia. Alors, si je traduis, c'est un marronnier, mais un marronnier qui est tout à fait différent de celui qu'on connaît, qui a un port-boule, qui fait 3 mètres de haut et qu'on peut admirer sur la rue d'Odéon, à l'entrée Odéon, et qui fait une magnifique floraison tout à fait remarquable. Est-ce grâce à vous, grâce à vos services, grâce aux jardiniers du Palais du Luxembourg, que ce jardin du Luxembourg semble immuable dans le temps? C'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire ne pas changer radicalement son aspect, et pourtant nous essayons de l'adapter à toutes les problématiques modernes. Donc tout ça doit se faire en essayant de garder sa santé mentale. Ça n'est pas toujours facile. Mais voilà, effectivement, nous sommes vraiment dans la recherche de l'excellence, d'une présentation hors norme, faire face à une fréquentation tout à fait hors norme, parce qu'effectivement, 100 000 personnes jour, c'est très compliqué pour un jardin. Merci beaucoup, Gisèle Croc. Jean Delgenonnet, vous avez rêvé dans ce jardin comme tout le monde. Oui, oui. Hein? Je me suis rappelé aussi, comme historien, qu'il y a une histoire tragique du jardin lorsque les communards ont été assassinés dans le jardin. D'ailleurs, il y a quelque temps, la présidence du Sénat a souhaité déposer une plaque. Et puis, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup, que vous n'avez pas évoqué, madame, c'est l'histoire des statues. Parce qu'il y aura une histoire de l'installation des statues depuis les reines jusqu'à Pierre Mendès France. Et je me rappelle que mon grand-père m'avait raconté que quand il était président du Sénat, il avait eu beaucoup de peine à faire installer une statue de Baudelaire, parce que dans les années 30, il y avait encore quelque chose de sulfureux autour de lui à cause de ses poèmes érotiques. Ah. Les sénateurs en tremblaient.
Les temps changent. Merci, en tout cas, merci à vous, merci madame, merci messieurs d'avoir été avec nous pendant cette heure pour évoquer ce palais du Luxembourg, ce palais et ces jardins de Marie de Médicis à l'occasion de cette 29e journée du patrimoine, une journée européenne. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour mieux découvrir donc ce joyau. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité à Public Sénat.